Merci de votre fidélité au programme de Renouveau TV. Bienvenue dans votre émission Les Grands Jurys. Les Grands Jurys reçoit ce soir pour la deuxième fois M. Modibo Sangaré. Il est président du parti UNPR, ancien candidat à l'élection présidentielle. Il s'agit de celle de 2002. Monsieur Sangaré, merci de cette deuxième comparution devant les grands jurys. C'est moi qui vous remercie. Avec moi pour vous interroger, Abdraman Keïta. Il est directeur des publications du journal Le Témoin. Bonsoir Abdraman. Bonsoir. Nous avons Monsieur Laya Diarra. Il est journaliste au soir de Bamako. Monsieur Diarra, merci d'être là. C'est à moi de vous remercier, Barou. J'allais dire Laya Diarra, mais finalement, c'est Laya Diarra tout court, hein? Et je suis Oumar B. Sidibé pour ceux qui nous suivent sur la radio Renouveau FM ou la 98.1 FM. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Monsieur Sangaré, votre observation sur la composition du jury? Elle me convient? D'accord. Abdraman, nous avons Monsieur Sangaré. Comme vous l'avez dit, c'est la deuxième fois que nous l'avons eu. La dernière fois, ce n'était pas ici. C'était sur l'esplanade. Ouais, sur l'esplanade. Le grand jury délocalisé, hein? Ouais, sur les eaux du fleuve Niger. Et c'était dans un contexte différent. Oui. Mais je pense qu'en réalité, nous rencontrons le même tribun qu'on a toujours connu par le passé. Oui. Et vraiment, la situation du pays et l'actualité vraiment se prête à ce que vraiment des personnalités comme lui livrent leur opinion, leur pensée sur ce qui se passe dans le pays. C'est en cela que vraiment sa présence ici est opportune. Laya Diarra. Bon, c'est quand même un plaisir pour moi de rencontrer le président Sangaré, qui quand même était étiqueté, puisqu'il faut le rappeler, on le présente comme le politique qui est le plus proche des religieux. Si lui-même n'est pas religieux déjà. Bon, même s'il est religieux, bon, la politique et la religion sont autre chose, hein, qui est le plus proche des religieux. À côté de Hassan Diallo. Ancien candidat aux élections présidentielles. Oui. Bon, candidat investi après, mais qui malheureusement a été confronté à des problèmes. C'est de quoi je parle. Donc j'ai la chance quand même de le rencontrer pour aborder aujourd'hui l'actualité nationale, même internationale. Parce que il le faut, parce que le sujet aujourd'hui, avec vraiment la situation de Kidal, la vie chère qui est quand même un combat qu'il a mené au Mali. Bon, et puis l'avenir politique avec les élections qui ont été quand même reportées s'inédiées. Donc je crois que toutes ces questions sont des questions nationales sur lesquelles vraiment ils peuvent... J'ai envie de vous laisser ouvrir le bal des questions déjà. Des généralités, hein? Bon, d'accord, M. Sangaré... Vous dites déjà qu'il fut un candidat recalé quelque part. Oui, parce que je me rappelle qu'une année, il avait été investi par le parti, mais pour n'avoir pas versé la caution qui était de 10 millions, je crois que la Cour constitutionnelle... C'était la deuxième fois. C'était la deuxième fois. En 2007. N'est-ce pas? Oui. Donc, je voudrais avec vous savoir aujourd'hui comment le parti vit. Puisque d'aucuns disent que vraiment le parti UMP se résume seulement à la personne du président. Bon, avec tout ce parcours, en termes d'audience, est-ce que le parti vit aujourd'hui? Bon, et je crois que vous avez assisté à certaines de nos manifestations. Si le parti se limitait vraiment au président, nous n'aurions pas pu organiser des meetings. La dernière en date, c'était il y a une dizaine d'années de cela. Oui. Non, pas une dizaine d'années. Allez-y. C'était 2011 à ce que je passe. Votre dernière manifestation, c'était en 2011. Non, pas en 2011. Sous Ibeka. Nous avons tenu une conférence de presse à la maison de la presse. Bon, c'est pas une manif, ça, c'est un événement. Bon, un événement vraiment, quand même, vraiment. C'est une activité du parti, allez-y. La salle, quand même, vraiment, était remplie. Ouais, allez-y. Espoir de militants, espoir. Mais à l'époque du parti, je ne sais pas pour vous interrompre, mais à l'époque aussi, parce qu'il y avait une situation qui était là, parce qu'il y a les problèmes sociaux qui étaient là, qui effectivement, on le sait, voilà, qui faisait que même la société civile était
faisaient des mouvements, Oui. et des gens de la société civile s'étaient quand même mobilisés pour participer à votre action. Donc, c'était simplement des manifestations de l'UMPR ou bien organisées avec d'autres acteurs? Non, nous n'avons pas spécifiquement invité d'autres acteurs à nos manifestations. Nous invitions vraiment nos militants et sympathisants. Donc, si par bonheur, vraiment, d'autres personnes se joignaient à nous, nous ne pouvions que l'apprécier. Est-ce que vous voyez? Vous savez, dans ce pays, en tout cas, que je connais assez bien, la politique se résume à la capacité financière du chef du parti. Vous voyez ces manifestations dont vous parlez là, dont vous dites qui datent de 10 ans ou bien un peu moins ou un peu plus. Vous voyez? C'est le président du parti qui finançait. 2011, ouais. C'est le président du parti qui finançait, en tout cas de manière substantielle. Il y avait peut-être quelques appoints, mais tout ce que le Et la subvention est antique aussi. Oh non, non, non. Nous avons fait vraiment des années sans pouvoir bénéficier, même si nous arrivions à rassembler tous les documents, par je ne sais pas quel artifice on nous recalait au financement. À telle enseigne que. Vous avez toujours eu le minimum, parce qu'il y a quand même des partis, quel qu'en soit, il y a toujours le minimum qu'on donne aux partis, même s'ils sont. Pas tous les partis. On essaye, vous savez, on essaye de faire croire au peuple malien que les 200 et quelques partis, 200 et quelques partis sont financés. C'est pas vrai. Ça, c'est vraiment une manière de brouiller l'opinion. Il y a eu rarement plus de 60 partis financés. Rarement. 50 et quelques. Rarement. Mais c'est parce que c'est eux qui répondent aux critères. Écoutez-moi. J'ai dit que ce qui se dit sur les plateaux de télévision et dans les radios, on fait croire que les 200 et quelques partis bénéficiaient vraiment de l'argent public. Ce n'est pas vrai. D'accord. Ceux qui répondaient aux critères, le siège, tant, personnel et autres qui bénéficiaient du financement, en tout cas les critères bien définis. Donc, nous avons beaucoup manifesté. Vous avez parlé tout de la vie chère. Si vous savez, nous avons fait 5 mois, tous les vendredis, nous sortions pour faire le tour de Bamako vraiment et dénoncer la cherté de la vie et la corruption qui régnait vraiment au sein de l'appareil étatique pendant 5 mois. D'accord. Est-ce que vous voyez? Donc, ce sont des trucs vraiment qui révèlent vraiment de la vitalité du parti. Il ne s'agit pas vraiment du nombre extraordinaire. Il s'agit vraiment de la qualité des militants, l'engagement militant. C'est très important. D'accord, Abdraman. Bon, moi je suis plutôt tenté de vous demander qu'est-ce qui explique votre retour brusque sur la scène politique après une longue absence. Il y a longtemps quand même qu'on n'entend pas parler de Modibo Sangaré. Et cette fois-ci, vous retournez au moment tout juste où la politique est en train de connaître des infortunes. On a l'impression que la politique même est en train de... Comment voyez-vous l'avenir même de la politique au Mali et qu'est-ce qui explique vraiment... Peut-être des partis politiques ou de la politique. Là, la politique même, c'est ça, les partis politiques. C'est les partis politiques qui font la politique. Hein? Est-ce que comment voyez-vous vraiment l'avenir même, le devenir même de la chose politique, de la pratique politique au Mali? Et qu'est-ce qui justifie? Est-ce que vous n'êtes pas en train de venir parce que cette infortune dont je parlais est en train de niveler les conditions des différentes forces politiques sur place? Bon, ce n'est pas un retour brusque. J'ai toujours été sur la scène. Mais si j'évite aujourd'hui les feux de la rampe, c'est pour des raisons que j'ai soulignées autrefois lors de notre dernière rencontre, la première rencontre. Est-ce que vous voyez? Et je ne suis pas venu par opportunisme. Absolument, je ne l'ai jamais été. On a peut-être toujours profité de moi par opportunisme, mais je n'ai jamais été opportuniste. Jamais. Et à l'occasion, vous savez, sous Ibeka d'abord, la seule conférence de presse que j'ai organisée avec mes camarades, c'était pour dénoncer une situation vraiment qui devenait préoccupante. Voyez-vous, vous vous rappelez votre dernière action depuis sous Ibeka. Vous voyez, sous Ibeka, ça fait combien d'années déjà?
Ça veut dire que vous n'êtes pas aussi fréquent sur... Je viens. Et j'ai dénoncé tout ce qui s'est passé à l'époque. La camarilla au sein de l'appareil étatique, la gabégie et beaucoup bien d'autres choses. Ouais. Est-ce que vous voyez? Mais je ne suis pas allé loin parce que Ibeka a été un ami. On a été, peut-être au sein de Espoir de 2002, j'étais le plus proche d'Ibrahim Boubacar Keïta. Et j'étais le seul qu'il fréquentait régulièrement, ou bien qu'il n'y avait pas de rendez-vous entre nous, et puis il venait chez moi le soir, il pouvait rester jusqu'à 2h du matin. Vous parlez comme si vous Sauf qu'il a gouverné sans vous. Non, hein? vous parlez comme si vous avez sacrifié vos convictions et les aspirations du peuple sur l'autel de l'amitié que vous entretenez avec Ibeka. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Au moment où il accédait au pouvoir, nos relations s'étaient distendues. Est-ce que vous voyez? Donc, j'ai critiqué la manière de gérer le pays. Est-ce que vous voyez? Bon, mais je n'ai pas voulu aller loin parce que, pour qu'on ne dise pas, parce que quand il a pris le pouvoir, certains m'ont appelé pour dire, mon frère, on viendra siroter le thé dans ton bureau ministériel. J'ai dit que non, vous ne savez pas, nous ne sommes plus comme auparavant. Est-ce que vous voyez? Donc, un engagement, parce que la situation pourrissait dès la première année. D'accord. Donc, je ne voulais pas paraître comme quelqu'un qui vient croiser le fer parce que je n'ai pas été appelé. D'accord. Comme il a dit vraiment à la table. D'accord. Ok. Allez-y, terminez. Effectivement, vous venez de le rappeler, sous Ibeka et bien avant, oui. Vous avez toujours été au devant du combat contre la vie chère et tout ce qui touche vraiment au confort des masses populaires. Oui. Aujourd'hui, on suppose que la situation se pose avec beaucoup plus d'acuité qu'hier. Oui. Avec ces problèmes de délestage que nous connaissons, avec les flambées des prix que vous savez, qui sont beaucoup plus importantes qu'hier, mais on ne vous voit pas sur la scène comme on vous a vu hier. Qu'est-ce qui explique vraiment cette retenue? Bon, l'usure est passée par là, certainement. C'est exact. Oui. Cette retenue s'explique par deux choses. D'abord, j'ai participé aux manifestations. Vous savez, je suis parmi les membres fondateurs de EMK. C'est que beaucoup de ça. Cheikh Oumar m'a appelé personnellement pour me dire, Modibo, nous avons fait beaucoup de choses ensemble, il faut que tu viennes, qu'on travaille ensemble. Je lui ai dit qu'il n'y a pas de problème. Je ne suis pas tellement dans mon assiette maintenant. J'étais malade à l'époque, mais je suis avec vous. Je ne pourrais pas faire le déplacement, mais je suis avec vous. Ouais. Donc, mon nom était sur la liste des participants. Et j'ai participé à la sortie de juin, le 5 juin. Ouais. J'étais là. Mais je n'ai pas voulu monter vraiment sur l'esplanade là. On m'a invité, j'ai dit que non, je suis resté dans la masse. Dans la masse en bas. Mais c'était vraiment la partie tribune, à côté de la partie tribune. C'était la gêne peut-être par rapport à votre amitié avec le président. Non, pas ça. Non, c'était pas ça. Oui. J'étais pas bien portant, mais je suis venu vraiment par conviction et j'ai donné une interview au journal, le journal de Baba Dambélé. D'accord. Tu as vu? Pour dénoncer, j'ai dénoncé vraiment les errements. Est-ce que vous voyez? Bon, et maintenant, qu'est-ce qui a expliqué mon retrait? On nous a dit, je suis déjà membre de EMK, on nous a dit d'aller nous faire inscrire au siège de la CEMAJ. J'ai dit que non, je n'irai nulle part. Je suis membre vraiment du mouvement, moi ça me suffit. D'accord. Est-ce que vous voyez? Voilà, donc à la suite, vraiment, j'ai participé à plusieurs réunions de EMK. Sinon, le fond de sa question, c'était de savoir qu'est-ce qui explique aujourd'hui votre silence, votre silence devant des problèmes qui se posent aujourd'hui. Comme l'EDM, le délestage. Qu'hier, lorsqu'on vous voyait pendant 5 semaines, comme vous l'avez dit, tous les vendredis sur la scène en train de dénoncer. Pas 5 semaines, 5 mois. 5 mois. Ouais. Tous les vendredis dénoncer ce que le peuple ressent comme souffrance. Oui. Je suppose aujourd'hui que le peuple peut-être ressent plus de souffrance
hier, mais aujourd'hui, vous n'êtes pas... Vous gardez le silence, vous mirez derrière le silence, alors que les problèmes qui vous ont amené, qui vous ont conduit à battre le pavé hier, se posent aujourd'hui avec la même acuité, peut-être même plus. Pourquoi? La situation a changé. D'abord, vos fameux, comment vous les appelez d'ailleurs, les réseaux sociaux. Est-ce que vous voyez? Moi, je soutiens la transition. Je suis parmi les soutiens de la transition, mais pas de manière inconditionnelle. Je n'approuve pas tout ce qu'ils font. Est-ce que vous voyez? Donc, nous avons demandé le changement. Nous avons souhaité vraiment ce changement-là à corps et à cri. Bon, alors, tous ceux qui ont cherché vraiment à dénoncer les errements du nouveau pouvoir, ils sont soit écroués, j'ai pas peur d'être écroué. Hein. Non. Je l'ai dit. Pas du tout. Pas du tout. Ils sont soit écroués. Oui, ou mais tu es insulté par des inconnus. D'accord. Mais vous êtes politique, vous devez avoir le dollar. Non, mais allez-y. Excusez-moi. Allez-y. Excusez-moi. Est-ce que vous voyez? Et il n'y a pas une visibilité sur la scène politique. On ne sait même pas qui est qui. Est-ce que vous voyez? Donc, j'ai observé, j'ai participé aux ANR. On a falsifié certains résultats de ces ANR-là. Raison de plus pour vous insurger. J'ai voulu parler. Je me suis référé à un journaliste de la place, une télévision privée. Je ne sais pas si c'est une erreur de dire son nom ici. Il a accepté vraiment le rendez-vous. Je voulais dénoncer un mensonge grossier qu'on a attribué aux participants des assises nationales. Mais quel mensonge par exemple? Les 5 ans, la majorité c'est pour les 5 ans. Ah bon? Ça a été détourné? C'était pas une réalité. Moi j'étais dans la commission salle 1 présidée par le Tincler, comme le président de la commission d'organisation même. Zéni Moulay. J'étais dans la salle. J'ai suivi tous les débats. Jusqu'au crépuscule. C'est une seule personne qui a proposé les 5 ans ce jour-là, dans la salle qui s'est consacrée aux institutions. Mais à l'époque, moi, je voulais le dénoncer. Sauf qu'il y avait plusieurs salles. Il y avait plusieurs salles, mais la salle qui était consacrée aux institutions. J'ai vu dire la salle qui était consacrée au sujet. Le sujet, qui était chargé de traiter le sujet. Moi, je n'ai pas aimé ça. Et je voulais le dénoncer à l'époque. Il y a des camarades qui m'ont dit non, il ne faut pas le faire. Sauf que pour rétablir les faits, il n'avait pas été dit que les 5 ans étaient consacrés par les partis. Ils ont mis ça dans le rapport. On a tout simplement dit que les majorités... Il y avait une fourchette qui est sortie de... Ils ont mis ça dans le rapport, c'est clair. On a dit que la majorité c'était pour 5 ans. C'est ce qui a été dit. Est-ce que vous voyez? Bon, à l'époque, vraiment, je voulais parler, mais on m'a déconseillé beaucoup. Et donc aujourd'hui, c'est pour les mêmes raisons que vous retenez. Non. Je veux dire que souvent j'ai cherché à parler, mais on m'en a empêché. Est-ce que vous voyez? Bon, sans compter vraiment la crise dont vous parlez, faire de la politique, c'est avoir les moyens. Faire un meeting, c'est les moyens. Les marches dont vous avez apprécié à un moment pendant 5 mois, c'était de l'argent. Est-ce que vous voyez? Et le Malien, on dit que les hommes politiques ne sont certainement pas bons, peut-être, majoritairement, mais est-ce que les citoyens maliens également vraiment les moins? Parce qu'il faut toujours... Dans ce cas, je reviens à mon ancienne question. Est-ce que vous sentez vraiment de l'avenir pour la politique au Mali? Si c'est tout ça qui empêche les politiques vraiment d'être au devant de la scène, de défendre, de jouer leur rôle, de jouer leur rôle, d'être écroué par les autorités. Surtout le manque de moyens, comme vous avez dit, n'est pas en train de tuer la pratique même de la politique au Mali? Mais bien sûr, c'est une des raisons. Vous voyez, comment dirais-je, sous Alpha, quand on a voulu vraiment faire le financement, c'était pour éviter que la politique soit financée par des forces étrangères ou par des forces occultes. Des forces occultes. Est-ce que vous voyez? Donc que l'État mette de l'argent dedans et qu'il contrôle vraiment son investissement. C'est ce qui était convenu. D'accord. Allez-y. Moi, j'ai une question quand même
disiez tantôt que vous êtes victime. Les hommes politiques. Vous êtes victime. Maintenant, victime... Les hommes politiques, victimes, comment vous... Non, vous avez dit tout dans... Lui-même ou les hommes politiques? Il dit que vous êtes victime d'une ingratitude. Vous l'avez dit? Non, je ne l'ai pas dit. Non, si. D'une ingratitude. Moi, ici... C'est qu'il l'a insinué, mais il n'a pas dit c'est pour ça que je dis qu'il fait allusion à qui? Parce que je dis que quand vous étiez proche d'Ibeka, oui, et vous avez combattu ensemble, oui, mais à un moment donné, vous avez pris vos distances. Et nous avons vu sur le terrain, vous étiez très hostile, parce que vous avez combattu farouchement le régime à l'époque. Oui. Bon, qu'est-ce que vous reprochez? Est-ce que c'est parce qu'il ne vous a pas tendu la perche? Non, au contraire. Sous Ibeka, vraiment, moi, je ne l'ai pas combattu, comme vous le dites. Hein. J'ai tenu une seule conférence de presse où j'ai dénoncé. D'ailleurs, vraiment, lui-même, il a reconnu la vérité à travers son directeur de renseignement. Il m'a dit que vraiment, tout ce que vous avez dit, Ibrahim l'a reconnu. Vous êtes véridique, vous êtes sincère, vous êtes honnête. Est-ce que vous voyez? D'accord. Ce que je veux dire à Famba, ce que je veux dire, sous les combats dont vous parlez là, sous la vie, c'était sous ATT, que j'apprécie d'ailleurs. Je le salue ici vraiment. Sa mémoire, hein? Je salue sa mémoire en tant que démocrate. Vous le regrettez? Je le regrette parce que vraiment, c'était vraiment un démocrate. Et aujourd'hui? Et aujourd'hui, nous sommes dans quel... Comment est-ce que vous appréciez la situation d'aujourd'hui? Bon, en tout cas, vraiment, il n'a jamais écroué quelqu'un vraiment pour des propos vraiment tenus contre lui. Moi, j'ai dit à Tété vraiment qu'il doit quitter le pouvoir. La maîtresse du président est passée par là. Non, je n'ai pas parlé de maîtresse. Oui. Moi, je ne l'ai jamais insulté. D'ailleurs, il a dit vraiment, ce qui me plaît chez toi, tu ne m'insultes jamais. J'ai dit que mon éducation ne me le permet pas. Ce que je veux dire, quand je tiens des propos durs contre son régime... Vous étiez encore toléré? Et il m'a dit qu'il a instruit à ses agents de ne toucher pas à un cheveu de Modibo. D'accord. Sinon, ce que je veux dire, quand j'ai dit que Amadou il doit partir, il ne doit pas gérer ce pays-là, il ne mérite pas de gérer ce pays-là, parce que vraiment il ne respecte pas notre religion, il ne respecte pas vraiment notre culture. Mais certains pensaient que vraiment on allait vraiment m'arrêter dans la salle, mais rien. Est-ce que c'est pourquoi j'ai dit que je salue sa mémoire. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre... Abdraman, on va évoluer. Hein? Bon, moi, je ne le dirai pas. Oui. Mais ce que j'ai dit que je salue sa mémoire parce que vraiment, j'ai apprécié ce comportement-là. Okay. Quand bien même que vraiment, j'ai dénoncé vraiment... Sinon, pour l'histoire, il y a eu cette affaire dite la maîtresse du président de la République. Allez-y, Abdraman. Oui, on va parler de qui dans la présence, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, on va aller étape par étape. Je vais un peu venir, puisqu'il y a des étapes qui se sont déroulées. Vous avez évoqué les ANR ici. Il y a eu beaucoup de choses, beaucoup d'eau a coulé sous le pont depuis qu'on s'était rencontrés la dernière fois. Il y a eu également le référendum. Oui. Les ANR étaient dédiés à la refondation du Mali. Oui. Qu'est-ce que vous pensez du résultat après le vote de ce référendum, de cette constitution-là, qui est censée vraiment enclencher le processus de refondation du Mali? Vous pensez que vraiment les objectifs ont été atteints et qu'on se trouve sur une rampe de refondation du pays aujourd'hui? Non, moi je ne le pense pas. J'apprécie vraiment la lutte contre la corruption que j'ai toujours menée. Est-ce que vous voyez? Toujours, depuis sous Alpha, j'ai toujours dénoncé vraiment la corruption. J'ai toujours dit aux Maliens que votre pays n'est pas pauvre. C'est le fait vraiment, le comportement pervers de vos dirigeants qui font que vraiment les Maliens sont dans la pauvreté, dans la misère. Dieu a doté le Mali de richesses que certains qui viennent nous donner des dons n'ont pas. Est-ce que vous voyez? Donc, j'ai toujours... Pourtant, la refondation... La refondation, si par refondation, on entend seulement la lutte contre la corruption et la lutte vraiment contre le terrorisme, c'est une réussite. Mais ce que moi, je veux vraiment... J'entendais par réformation, c'est pour aider même les autorités de la transition que moi j'ai fait lancer un appel que vous avez certainement lu, parce que depuis le 2022, est-ce que vous voyez, où j'ai donné des explications vraiment sur ce qu'il faut pour que cette refondation soit une réussite. Est-ce que vous voyez, et revisiter vraiment notre passé. C'est pourquoi j'ai fait dans l'appel vraiment un rappel anthropologie politique du Mali, pour que nous puissions vraiment connaître vraiment une véritable refondation. Oui, est-ce que la transition est en train d'appliquer cette recette que vous avez proposée en 2022 déjà? Non, parmi ces recettes-là, moi, quand j'ai fait un rappel historique
des institutions, vraiment, des pratiques institutionnelles du Mali, depuis le Ouagadougou jusqu'à vraiment à la pénétration coloniale, on n'en a pas tenu compte. Ouais, mais est-ce que vous n'êtes pas dessus aussi parce que la laïcité a été retenue dans la nouvelle constitution, puisque vous savez aussi que justement, vous battiez dans mon appel, dans cet appel-là, c'est ce que moi j'ai dit. Je sais que j'ai dit dans cet appel-là, j'ai dit qu'il faut renoncer vraiment à cette laïcité-là qui ne correspond pas à notre pratique institutionnelle. J'ai dit qu'il faut renoncer vraiment parce que vraiment le serment laïque, les dirigeants vont continuer à voler. Est-ce que vous voyez? Et moi, la chose a été tronquée parce que par opportunisme ou malhonnêteté intellectuelle, le test que moi j'ai fait, j'ai mis toutes les religions sur le même pied d'égalité. Est-ce que vous voyez? Que la laïcité ne sert aucune religion. Et la religion qui a payé le plus lourd tribut de la part de par la... Vous êtes pour la laïcité quand toutes les religions sur le même pied d'égalité, c'est la laïcité. Non. C'est une laïcité qui ne dit pas son nom. Je vous l'ai toujours dit. Non. Je veux dire que non. Je vous l'ai toujours dit. Prenez tous les dictionnaires. Je vous l'ai dit vraiment la dernière fois. Vraiment, laïcité n'est pas vraiment liberté religieuse. La laïcité, vraiment, c'est la séparation de l'Église et de l'État, de la religion et de l'État. Est-ce que vous voyez? Que ce soit vraiment... La laïcité est indissociable de la liberté de conscience. Non. Et de culte. C'est ce qui est dit. La liberté de conscience est garantie par la laïcité, mais ce qui vient après. L'État ne reconnaît aucune religion. Ne salarie aucune religion. Ne subventionne aucune religion. Est-ce que vous voyez? Et le serment laïque, j'ai dit vraiment, il faut rompre avec le serment laïque. Que ceux qui nous jugent, ceux qui nous dirigent, maintenant qui jugent par Dieu, que la malédiction de Dieu tombe sur eux s'ils volent vraiment le centime de l'État. Est-ce que vous voyez? C'est le sens vraiment de rompre avec le serment laïque et l'enseignement religieux dans les autres. Si nous voulons réussir vraiment notre refondation, est-ce que c'est ce que j'ai dit à l'époque, vraiment, qui n'a pas été compris. D'accord. Allez-y. Et le référendum n'a pas été un succès. Oui. Allez-y, Laya. Par rapport vraiment à la popularité de Assimi Goïta, hein, il devait avoir 80% du taux de participation. Mais les 38% veut dire que vraiment sa popularité était nettement en décalage par rapport au taux de participation. Ça veut dire que vraiment, nous n'avons pas perdu. Hein. Oui, monsieur le président. Nous n'avons pas perdu. Sans compter que nous n'avons pas assisté vraiment ni au dépouillement, ni au contrôle vraiment des différents bureaux de vote. Monsieur le président, vous avez fait du combat contre Quand la vous corruption. Dites non, vous parlez au nom des religieux. Votre combat. Vous avez fait du combat. C'était mon combat. Vous avez fait C'est moi qui ai fait un texte pour expliquer aux religieux nous vous le le concédons. sens réel de la laïcité. D'accord. Nous vous le concédons. Mais aujourd'hui, on sait que dans le passé, vous avez... Là, on peut parler de Kida à la présence, s'il vous plaît. Oui, juste, je voudrais nous édifier sur cette situation. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la lutte contre la corruption. Oui. Vous êtes battu. Oui. Vous êtes battu pour ça à l'époque. Oui. Mais aujourd'hui, sous la transition encore, ça dit que tout ne marche pas bien. Bien sûr. Tout ne marche pas comme sur de pas du tout. Des problèmes pour lesquels vous vous êtes battu demeurent encore et vous gardez le silence. Le silence. Nous, c'est ce qu'on ne comprend pas, monsieur le président. Vous avez raison, effectivement. Vous ne pouvez pas le comprendre. Oui. Vous savez, le pays vit une situation économique catastrophique. Quand vous organisez même une réunion, les militants, vraiment, ils demandent de leur envoyer le prix des chaises. Quand on organise une conférence de presse, les journalistes sont payés, non? Pas évident, pas du tout. Non, je sais. Il faut leur donner leur déplacement. La salle, le déplacement est assuré. La salle, la télévision, la publicité de la télévision, c'est combien? C'est passé de 100 000 à 300 000, je ne sais pas si c'est pas 500 000 aujourd'hui. Est-ce que vous voyez? Donc tout ça, c'est coûteux. Mais il y a d'autres tribunes, il y a d'autres façons, d'autres créneaux, d'autres canaux. Je sais. Moi, je dis que j'utilise ces créneaux-là parce que je participe vraiment à certaines rencontres. Moi, j'ai pris la parole aux ANR vraiment pour dire vraiment mon point de vue. Jenny Boulaye ne m'a pas laissé continuer. Et le débat sur la laïcité, je l'ai lancé. C'est du ce que je ne comprends pas. Monsieur le Président, je comprends. Oui. Le parti n'a pas de ressources. Moi, les ressources, ce n'est pas seulement que les fonds publics, c'est-à-dire que les financements de l'État. Il y a aussi les cotisations. Nous n'avons jamais... C'est-à-dire que vous, chez vous, les gens ne cotisent pas. Non, ça, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que la politique, c'est l'argent. Ça, c'est un.
Et les chefs du parti, avant que le parti vraiment n'ait des strapontins ou vraiment des postes ministériels, c'est le chef du parti qui majoritairement finance le parti. Est-ce que vous voyez? Et quand le parti... Donc les strapontins marocains, c'est pour financer le parti. Et quand le chef du parti... Non. Je veux dire que d'une manière générale. Et quand le chef du parti vraiment n'a pas les mêmes convictions que le pouvoir en place, ton activité économique vraiment sans raison. Est-ce que vous voyez? Abdraman, parlons à présent de Kidal et la nomination du général Gamou comme gouverneur. Surtout Kidal, je pense que la nomination de Gamou est un peu accessoire par rapport à ça. Il peut nous parler de ça s'il veut. Quoi ça? Mais c'est que la crise de Kidal, la reprise de Kidal par les autorités a été saluée par tout le monde. Ça a été... Est-ce que vous pensez, vous, oui, en tant qu'acteur public, voix prépondérante dans ce pays, que cette reprise annonce vraiment la fin de la crise au Mali? En tout cas, ça va régler une bonne partie de la crise. Parce que Kitat était hors de la République et que nos vaillants soldats aient pu récupérer Kidal, moi, ça m'a beaucoup réjoui. J'ai beaucoup aimé que Kidal aujourd'hui soit dans le giron de la République. Et j'ai encore davantage apprécié la nomination de El Gamou parce qu'il a toujours été du côté de la République. Donc ce n'est que justice qu'il soit aujourd'hui le gouverneur de la région de Kidal. Est-ce que vous voyez? Et ça résout en partie la crise. Mais le problème, c'est comme un serpent de mer. Donc il faut vraiment se saisir vraiment des vraies causes du terrorisme pour que... Et pourquoi du terrorisme forcément? Pourquoi pas de la rébellion aussi? La rébellion, vraiment, c'est-à-dire la rébellion ne doit pas être traitée avec complaisance. Et le terrorisme avec complaisance doit être traité avec complaisance? Non, ce qu'on traite de terroriste là, quand tu te bats pour l'islam, on te traite de terroriste. Quand tu veux diviser le pays en deux, on te dit que tu es rebelle. C'est ça les terminologies vraiment des Occidentaux là pour brouiller nos consciences, nos capacités de réflexion. Non. Ceux qui parlent d'islam là, à un moment donné, nous avons cherché vraiment à négocier avec eux et nous avons pris contact avec certains leaders du pouvoir. Feu Ousmane Ba et un autre député en compagnie de Ndjaïba. Nous avons fait une rencontre vraiment à l'hôtel Kempeski pour le sujet, pour que nous puissions rencontrer Djongouda à l'époque, pour dialoguer avec Yad et ses compagnons. Nous pensions à l'époque que nous avions vraiment des ressources, des arguments nécessaires pour que vraiment il abandonne la lutte armée. On a promis, on ne l'a pas fait. Quelque temps après, il y a eu l'opération Serval. Nous ne voulons pas de l'opération Serval. À l'époque, nous avons dit que vraiment, ce serait vraiment une grosse erreur. La France n'aime pas le Mali. La France n'aimera jamais le Mali. Parce que le Mali a causé trop de problèmes à la France lors de la colonisation coloniale et même pendant la colonisation. Bon, lors de récentes déclarations, que j'ai notées ici, allez-y. Vous disiez que l'armée nationale occupera la position centrale, que vous pensez que l'armée n'a pas besoin de forces extérieures pour faire face aux problèmes du Nord. C'est vrai. Or, nous constatons que l'armée quand même est rentrée à Kidal avec des forces extérieures, des Russes. Qu'est-ce que vous pensez de ce petit hiatus-là, que certains retiennent comme étant vraiment la graine de sable qui est rentrée dans le triomphe que vous venez de magnifier tout de suite de l'armée malienne. Et est-ce que vous pensez qu'en réalité, la prise de Kidal par la force, c'est-à-dire une paix imposée, parce qu'aujourd'hui, on tend vers une paix imposée, elle est réellement la solution au problème du Nord. Il faut d'abord passer vraiment par cette paix imposée-là, pour ensuite vraiment engager la discussion avec vraiment les Maliens qui veulent vraiment rester dans le giron de la République. Dans ce cas, il faut l'imposer aussi aux terroristes, pas seulement aux rebelles. C'est de la même paix, il faut l'imposer aux terroristes et non pas les... Ceux qui veulent imposer, comme vous l'avez dit, leur engager un dialogue. Non, justement, ceux qui veulent imposer la charia vraiment par les armes, la charia au XXIe siècle n'a pas besoin vraiment d'armes pour s'imposer.
le Coran recèle vraiment des vérités scientifiques et pour pouvoir vraiment convaincre les citoyens et cultiver l'intellectuel. Est-ce que vous voyez? Nous n'avons certainement pas le temps vraiment que je rentre dans certains détails. Mais ce qu'on ne comprend pas, Ouais, c'est que vous ne pouvez pas demander qu'on lutte contre la rébellion par la force, Oui. par une paix imposée, Oui. et de tendre pacifiquement la main à ceux que vous appelez des gens qui se écoutez-moi, battent pour la religion, écoutez-moi. que les gouvernants eux-mêmes désignent comme des terroristes. Ce sont les Blancs qui désignent tous ces centres de Non, terroristes. jamais. Il y a peut-être... Non, écoutez-moi. Il y a des Koufa, Il y a des Koufa pratiquent des pratiques vraiment terroristes. Tout Ils le sont monde même le sait, dénoncés c'est par dénoncé les par organisations tout le monde. religieuses. Et qu'ils le revendiquent d'ailleurs. Ils les revendiquent quand ils le font. Je ne sais pas pourquoi vous les voyez sous un autre prisme. ceux qui... vous croyez que c'est Koufa, les hommes de Koufa qui ont bombardé notre bateau, un monument national? Avant le bateau, il y a eu beaucoup d'autres choses. Justement. Qu'ils ont revendiqué. Mais qu'est-ce que vous en savez? Hein? Qu'est-ce que vous en savez? C'est une attaque qui n'a jamais été revendiquée. Justement, ça ne peut pas être revendiqué parce que vraiment c'était tellement criminel. Donc il ne veut pas s'exposer vraiment au cours de la communauté internationale. C'est tout. Avant ça, en 2012, en 2012, bien 2011 et 2012, il y a eu l'affaire d'Aguelhok qui a été revendiquée par les mêmes gens qui se passent. Il y a eu beaucoup d'autres massacres que les. Ça a été revendiqué par qui? Par les mêmes. Aguelhok. Est-ce que ça a été revendiqué par IAD? Bon. Non, par les MNLA. À part le MNLA. Le MNLA n'a pas revendiqué. Jamais. Bon, justement, mais ça a été plutôt revendiqué ça n'a jamais été prouvé que c'était vraiment Yad et compagnie qui ont commis ces forfaits-là. Vous avez des villages entiers qu'on brûle avec leur contenu. Ce sont des criminels. Ce sont des criminels. Mais le problème, c'est que c'est revendiqué. C'est revendiqué. Après, ils sortent avec des revendications. Koufa n'a jamais revendiqué la destruction vraiment de tout un village. Mais les que je sache. Sauf que nous risquons de faire l'apologie les actes du criminels sont terrorisme. revendiqués par des hommes qui sont allez-y. Mais je reviens parce que... Ce sont des brebis galeuses. Mais moi, je suis resté sur ma faim par rapport à une des questions d'Abdraman qui voulait savoir avec vous l'avenir de la pratique politique. Parce que Kidal a été prise, aujourd'hui la région de Kidal est prise à un moment où ce sont des militaires qui sont aux affaires. Oui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a un engouement autour des militaires et on a l'impression que, c'est le constat, c'est l'échec des politiques que les militaires veulent tirer les dividendes politiques. Si aujourd'hui nous sommes dans ce changement-là, ce sont les hommes politiques. Si on va le dire, il faut que les gens se remémorent, qu'on ne nous traite pas d'amnésique. Est-ce que vous voyez? Ce sont ces vieux politiciens aujourd'hui qui sont mis, qui sont donnés en pâture. Y compris vous, vous n'êtes pas un jeune politique quand même. Non, je n'ai pas dit jeune. Donc vous ne vous excluez pas. Vous ne vous excluez pas, vous. Non, pas du tout. J'ai dit qu'on vous aux gémonies. Ce sont ceux-là qui ont, en 91, qui ont lutté vraiment pour le changement. Ce sont ceux-là en 2000, tout récemment, là, 2020, ce sont ceux-là qui se sont regroupés encore, même s'ils ont eu à participer vraiment à la gestion du pouvoir, ils se sont rendus compte vraiment que les choses ne marchent pas, ils se sont rendus compte vraiment qu'il faut le changement. Ce sont ces vieux-là qui se sont mobilisés pour combattre vraiment le régime qui a amené les militaires au pouvoir. Qu'on ne l'oublie pas. Est-ce que vous voyez? Donc, essayez de nous faire croire. Sont en train de réussir là où le s'il vous plaît, Laya. Mais comment ça? Quand on a pris Aguelhok qui était au pouvoir, c'était un militaire, non? Même s'il a démissionné, il était militaire, non? Quand ils sont venus jusqu'à Kona, qui était aux commandes, c'était un militaire, non? Comment il s'appelle encore là? Aya. C'est lui qui était aux commandes, non? Djongouta était là, mais le vrai patron, c'était... C'est bel et bien Aya. Non, bien avant Djonkunda, c'est bel et bien Amadou Aya qui a demandé à l'armée d'abandonner Kidal. Et depuis, Tombouctou et Gao, dans les 3 jours qui ont suivi, le nord a été occupé jusqu'à Kona, c'était pas les civils. C'était pas les civils.
Donc, vous voulez dire en réalité qu'à Kidal, c'est la récupération de ce que l'armée nous a fait perdre. Que l'armée a récupéré ce qu'elle nous a fait perdre. Parce que tout simplement, il y a eu une mauvaise politique vraiment de gestion de l'armée. Parce que l'armée était sous-équipée. On a fait exprès vraiment pour... Là, on impute ça aux politiques. Hein? On impute ça aux politiques. Oui, mais c'est les politiques qui donnent de l'ordre à l'armée. Écoutez-moi. C'est les politiques qui décident. Mais c'est pas les politiques qui avaient décidé à l'époque de quitter Kidal. C'était Amadou Aya Sanogo, dans sa toute puissance, qui a demandé de quitter Kidal à l'époque. Allez-y. Les conditions changent. C'est-à-dire, on est héros. Ce sont les circonstances qui font les grands hommes. Goïta, le colonel et ses compagnons sont venus à un moment où les Maliens se sont rendus compte que faire appel à la France a été une grosse erreur. Pendant 10 ans, ils n'ont pu rien faire. Est-ce que vous voyez? Donc, sans compter les complicités, donc les vérités sont venues sur la place publique et le peuple a compris. Donc, ils sont venus à un moment où le peuple a compris. Je ne suis pas du tout contre eux. J'ai cherché même vraiment à les aider à travers des écrits. Moi, je lui ai adressé une correspondance. Ça n'a jamais été répondu. Est-ce que vous voyez? Tu as vu? Et que j'ai écrit précipitamment de 4 pages vraiment pour... D'accord. Est-ce qu'on peut aborder à présent cette visite claire du général Abdraman Tchani? Oui, avec le président, avant l'arrivée de Tchani, il y a eu d'abord l'alliance, la construction d'une alliance. Oui. L'alliance des États du Sahel. Oui. En tout cas, comment voyez-vous l'avenir de cette alliance? L'alliance des États du Sahel. Moi, je pense vraiment qu'elle a de l'avenir. Parce que si c'est pas factice, si c'est une alliance réelle, un souci réel vraiment d'en finir avec le terrorisme, avec vraiment cette criminalité-là, je pense que ces trois pays peuvent vraiment réussir vraiment cette alliance-là. Et ce serait vraiment pour le salut vraiment de tout le Sahel. Moi, je crois. Parce que le Niger, Dieu a doté le Niger des moyens. Le Mali également a beaucoup de moyens. Le Burkina également. S'ils mettent vraiment leurs forces ensemble, ils ne peuvent pas ne pas réussir. Quand on a créé le G5 Sahel, je crois qu'ils ont demandé 400 millions d'euros seulement. Les moyens n'ont pas pu mobiliser. Justement, 400 millions d'euros seulement. Ce qu'ils dépensaient vraiment en une journée, 2 jours en Afghanistan, ils ont refusé de donner ça au G5 Sahel. Mais c'est parce qu'on a compté sur l'extérieur. Moi, je crois que même il faut c'est pourquoi vraiment ce que Assimi a fait, rompre avec, ne pas compter sur l'extérieur là. Il l'a dit, tout ce qu'on a payé, on a payé avec nos fonds propres. Est-ce que vous voyez? Même si la Russie nous a aidés. Est-ce que vous voyez? Donc vraiment, le pays n'est pas pauvre. Nous avons de l'or, nous avons le lithium, nous avons d'autres minéraux, nous avons de l'eau souterraine, nous avons des espaces pour cultiver. Le Mali peut vraiment se développer sans l'aide extérieure. Moi, je le crois. Je le pense sincèrement. Avec tout ce que nous avons vraiment dans notre sol, avec ce que nous avons là, l'Inde, la superficie de l'Inde, c'est à peu près le Mali et l'Algérie. L'Inde parvient à se nourrir et à exporter vraiment son céréale. Et le Mali, avec tout ce que nous avons vraiment, nous pouvons vraiment être vraiment exportateurs de céréales pour toute l'Afrique. D'accord. Abdraman. Mais est-ce que, sauf qu'en réalité, cette alliance est en train de se faire sur fond d'ostracisme de ces 3 États-là dans la sous-région ouest-africaine. Oui. Est-ce que vous pensez qu'on peut se passer également des institutions régionales, du mécanisme sous-régional d'intégration et autres là pour évoluer? Puisqu'en réalité, c'est ce qui se dessine. Si elle n'est pas née contre la CEDEAO. Je ne pense pas. C'est-à-dire vraiment souvent il faut vraiment faire valoir vraiment ses capacités pour amener l'ennemi vraiment à coopérer. L'ennemi c'est qui? L'ennemi, ceux qui ne veulent pas vraiment que nous soyons vraiment souverains. Qui par exemple? Vous les connaissez vraiment, parmi lesquels la France, le pouvoir français? À quoi là? Mais je ne parle pas de la France, moi je parle de la CEDEAO. Vous parlez de la CEDEAO, qui finance la CEDEAO? Ce n'est pas l'Union européenne qui finance vraiment la CEDEAO? Ah bon? En bonne partie. Même l'UA,
ce sont les subventions, une bonne partie vraiment des subventions de l'Union européenne qui font fonctionner l'Union africaine. Il faut rompre, il faut que les Africains rompent avec cela. Et c'est ce qu'Assimi Goïta est en train de faire. C'est sur ce plan-là, vraiment, moi, j'apprécie beaucoup sa politique. Même si le peuple doit en souffrir. Sur quel plan vous ne l'appréciez pas? Sur quel plan vous ne l'appréciez pas? L'arrestation vraiment à tout bout de champ je n'apprécie pas ça. Non, c'est la vérité, vraiment. C'est-à-dire, d'autres ont été insultés avant lui. Ils n'ont pas été arrêtés, ils n'ont pas été inquiétés. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous êtes en train de faire allusion à cette récente affaire dite l'audio du professeur Clément Dambélé? Il a été le seul qui a été arrêté depuis. Il est le seul qui a été arrêté. Sauf que c'est. Sauf il que. y a eu le Sauf que. Dans la charte des partis politiques, il a dit que les hommes politiques ne doivent pas être inquiétés vraiment par leurs propos. Il ne doit pas être poursuivi. Sauf que les propos qu'on attribue au professeur Clément visent directement le président de la transition et sa famille. Moi, je n'ai pas entendu l'écouter. Moi, je n'ai pas entendu, je n'ai pas écouté l'audio, mais quelqu'un m'a dit qu'il aurait menacé de mort le président. Ça, c'est trop. Si c'est vrai, c'est trop. Moi, je n'ai jamais fait ça. Je ne sais pas si c'est vrai. Ouais. D'accord. Je n'aime pas vraiment qu'on insulte un chef d'État. Je n'aime pas qu'on insulte vraiment une personne âgée, une personnalité de la République. Mais lui dire la vérité crue, ça, c'est la démocratie. D'accord. Pour votre dernière question, allez-y. Dernière question, Monsieur le Président, c'est par rapport au non-respect du chronogramme. C'est-à-dire le renvoi, le report de l'élection présidentielle. Parce que renvoyé s'il le dit, mais quel commentaire ça vous inspire, Monsieur le Président? Parce que tout simplement, les autorités de la transition n'ont pas fait face vraiment à l'essentiel. On a parlé vraiment qu'il n'y ait plus de coup d'État au Mali. Il devait commencer vraiment par mettre en place un fichier viable. Tous ceux qui ont été recensés en 2009, là, qui n'avaient pas l'âge de voter, là, parmi lesquels il y a ma fille qui est à l'université. Je suis allé avec elle pour voter au référendum. Elle n'avait pas son nom. Parce qu'on dit que vraiment ceux qui ont été recensés en 2009, qui n'avaient pas l'âge de voter, ne sont pas sur la liste. Et ils sont plus de millions. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a 3 ans maintenant que la transition est là. On devait faire vraiment un fichier rapide. C'était parmi les priorités. Le fichier. Un fichier viable, vraiment, pour que vraiment les Maliens puissent vraiment voter, vraiment, faire une élection incontestable. Est-ce que vous voyez? Ça n'a pas été fait. Ça a été une grosse erreur. On a attendu jusqu'à la dernière minute pour parler vraiment de problème de fichier. Ça ne devait pas arriver. Est-ce que vous voyez? Et si nous continuons sur cette lancée-là, moi je crains vraiment qu'il y ait vraiment un autre coup d'État. Et si j'ai dit que ATT mérite un hommage, ils se sont fixés vraiment 14 mois pour faire une transition. Les 14 mois, au bout de la transition, quand il partit, il était très populaire. C'est pourquoi il a pu revenir vraiment 10 ans après. Est-ce que vous voyez? Donc, s'il y a des calculs, qu'on abandonne les calculs et qu'on essaie vraiment de mettre rapidement, régler le problème du fichier et aller aux élections. C'est ce que je voudrais savoir. Le renvoi, ça se justifie, oui. Le report. Bon, parce que le fichier n'était pas prêt. Donc on ne peut pas faire une élection crédible. Ça veut dire que sans fichier. Ça se justifie. Hein? Ça se justifie. Oui, parce qu'il n'y avait pas de fichier. On ne va pas faire une élection vraiment qui sera contestée vraiment 1 mois, 2 mois après. D'accord, Abdelrahman, pour votre dernière question. Ça veut dire qu'en réalité, on peut continuer à gérer la transition aussi longtemps qu'on va maintenir le fichier à l'État. Est-ce que ça en réalité finalement, est-ce que la prolongation ne sera pas organisée? Moi, je ne les conseille pas cela. Je ne leur conseille pas cela. Je préfère vraiment qu'ils s'attellent rapidement vraiment à la mise en place d'un fichier viable pour dans quelle mesure vous voyez possible les ambitions du président de la transition actuelle se manifester, puisqu'il y a de plus en plus qu'on prête, hein? Non, qu'on lui prête. Qu'on lui prête. Pensez qu'en réalité, qu'est-ce que vous pensez du mécanisme actuel qui doit gérer ça? Parce qu'en réalité, c'est ça, un grand débat. Il y a des gens qui pensent qu'en réalité, en démissionnant, il peut revenir encore, alors que la charte, dans ton temps, vous savez, moi, je n'ai pas le tempérament d'un flatteur. Moi, j'apprécie sa politique sur bien des égards.
surtout vraiment les bandits qu'il est en train d'arrêter là. J'aime ça. La présomption d'innocence. Oui, mais les présumés bandits. Les présumés bandits. Les présumés bandits. Disons cela, les présumés bandits. Donc vraiment, moi j'ai toujours demandé ça. Parce que ce sont eux qui sont en train d'affamer le peuple malien. Est-ce que vous voyez? Les fausses déclarations d'intention, d'importation là, on importe vraiment de l'or ou bien de sucre, on dit vraiment que c'est de la farine, ou bien on importe vraiment de l'huile alimentaire, on dit que c'est de l'huile vraiment de moteur, des bêtises comme ça là, vraiment, ça dure il y a longtemps. Okay. Le problème de l'énergie dont vous avez parlé, qui n'a pas été abordé, qui est crucial, un pays ne peut pas se développer sans l'énergie, mais il y a des mois, un monsieur vraiment sur les réseaux sociaux, je l'ai lu entièrement, il dit qu'il a des preuves, les vols de carburant, les détournements de fonds pour la construction vraiment de routes vraiment sur Balinké, qu'il a des preuves, j'ai des photos, je peux tout livrer à la justice. Mais ça a traîné des mois encore après cette déclaration, jusqu'à ce que nous connaissions vraiment ces délestages qui nous pénalisent tous. Oui, mais vous ne dites pas encore en réalité. Celui qui a vendu les groupes de 300... Est-ce qu'il est possible? Non, celui qui a volé... Nous parlons de candidature, M. Sangaré. Est-ce qu'il est possible pour Assimi Goïta d'être candidat à la prochaine élection présidentielle? Alors que vous êtes préoccupé par un retour à l'ordre constitutionnel? Non, s'il veut le respecter vraiment, la charte. Ouais. Et puis s'il veut vraiment rentrer dans l'histoire vraiment comme ATT, moi je ne lui conseille pas ça. Moi je l'aime beaucoup. Mais moi je souhaite vraiment qu'il organise le retour à l'ordre constitutionnel. Si jamais par malheur, nous avons quelqu'un qui vient et qui ne nous sert pas. Dans 5 ans, il peut revenir. D'accord. Et tout le Mali va applaudir son retour. D'accord. Monsieur Sangaré, nous sommes malheureusement au terme des débats pour le compte de cette audience. À présent, le jury va se retirer pour procéder à la délibération. Laya. Bon, je ne suis pas surpris, en tout cas, par... les arguments développés par M. Sangaré, président Sangaré, je veux dire, parce qu'il est président des partis politiques. Et parce qu'un homme de conviction qui n'a jamais renoncé quand même au combat pour la bonne marche du pays. On l'a vu sur le terrain, sauf que ces dernières années, l'homme quand même s'est effacé de la scène politique. Et on avait même dit présumer la mort du parti. Mais je crois qu'aujourd'hui, il est en train de rebondir, il est sur la voie, et je crois que sur toutes les questions abordées quand même, il m'a donné satisfaction. Il m'a donné satisfaction. C'est vrai qu'il est habitué à ce genre d'exercice. Il n'y a pas de temps suffisant aussi pour qu'on puisse aller à profondeur, en tout cas du débat. Moi, je crois, au regard des arguments développés et de sa logique de raisonnement, moi, je crois qu'il y a raison vraiment de la quitter. Abdraman? Ouais. Bon, je n'en pense pas moins, très sérieusement. Il est vrai qu'il a été par moments pris en défaut dans les contradictions, dans certaines incohérences, mais qu'à cela ne tienne. Je pense que vraiment aujourd'hui, nous avons eu un client qui s'exprime par la profondeur et la loyauté à ses convictions de départ. Ce que j'ai découvert aujourd'hui qu'en réalité, ses accointances ou bien les accointances qu'on lui prête avec le monde religieux n'a rien entamé en ce qui concerne ses convictions démocratiques. Et aujourd'hui, si vraiment il y a un politique aujourd'hui qui ose défendre les principes démocratiques, c'est bel et bien lui, puisqu'il est en train de se battre réellement pour que vraiment les principaux principes qui régissent un État démocratique soit observé au Mali et pour que les gens ne soient pas inquiétés pour leur opinion, pour leur idée. Cela s'ajoute aussi vraiment la grande franchise qui le caractérise. Ce n'est pas parce qu'il est un peu fasciné par les actes posés par le pouvoir actuel qu'il ne leur dit pas certaines vérités. Et vous l'avez entendu, Monsieur le Président, je pense que nous avons eu en face un homme qui sache vraiment équilibrer les choses. Et il incarne vraiment l'équilibre, la franchise et la conviction.
et mérite d'être à ce titre libéré des charges. C'est donc au bénéfice de ces deux réquisitoires largement favorables à l'accusé. Il me plaît, M. Modibo Sangaré, de vous libérer purement et simplement des liens de l'accusation. Par conséquent, vous êtes acquitté. Un dernier mot. Merci. Je vous remercie, mes frères journalistes. C'est un plaisir pour moi de vous rencontrer. Et je prie le bon Dieu vraiment qu'il vous accorde toujours vraiment la santé et les moyens de poursuivre vraiment votre combat depuis l'avènement de la démocratie. Vous me rappelez vraiment Feu Boubacar Keïta, les Saïdou et bien d'autres vraiment qui ont fait la fierté du journalisme au Mali. La presse malienne était enviée à un moment donné par la force de conviction. Vous n'hésitiez pas à titrer vraiment République des voleurs, des bandits et des voleurs. Sans être inquiété. Sans être inquiété. Vous avez écrit ici vraiment, ceux qui ont le fond de pantalon troué ne peuvent pas monter à l'arbre de la transparence. Feu Boubacar Keïta était le plus redoutable. Il était contre le suicidaire. pouvoir. Ah non, il était suicidaire. C'est le mot. Est-ce que vous voyez, il avait la plume et il ne mâchait pas ses mots. Mais malgré ça, vraiment, bon, je crois que parce que c'est terminé, j'allais vous dire une anecdote. Vraiment, en tout cas, je vous remercie de l'acquittement et je souhaite vraiment bon vent à Renouveau TV que j'aime bien. D'accord. Ainsi prend fin ce numéro de votre émission, Grand Jury, qui recevait comme invité M. Modibo Sangaré, ancien candidat à l'élection présidentielle. Il s'agit de celle de 2002 ici au Mali. Il est président du parti UNPR. Avant de nous séparer, nous souhaitons à Eladji Chana